c'est que tu savais ou tu croyais peut-être qu'il y aurait une grosse valeur ajoutée d'avoir un co-founder, c'est ça? Absolument. Okay. Oui. Pourquoi? Écoute, à chaque jour, je me dis, il faudrait que je me sépare en deux. Chaque jour. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Alexandre Clarizio, fondateur et CEO chez Caster, un logiciel de planification pour la fabrication de médicaments. On décortique la case de départ académique en SaaS, la validation, la pré-vente, être solo founder et plus encore. Le dude a vraiment un discours simple et posé, puis ça fait du bien. C'est important de pas juste faire des parades de victoire sur le pod, puis de parler aussi aux founders qui sont dans les tranchées right now en train de builder. Puis cet épisode-là, c'est direct ça. Alright, on passe au show. Let's go! Alexandre Clarizio, bienvenue sur Ça se passe. Oui, merci. Je suis très content d'être ici. Yes, réciproque, c'est cool de t'avoir. Normalement, je pose la question comment on s'est connus, mais là, je vais raconter une petite histoire pour commencer ce pod-là. C'est rare que je fais ça, mais des fois, moi, je vais vers un ou une fondatrice, mettons, un fondateur ou une fondatrice, puis je parlais avec Mathieu Damour de Braver, Michael Cardinal de Therapix. Hey, fuck, Michael, si t'écoutes ça, je suis tellement désolé. Tu sais quoi le nom de la compagnie, toi? Non. Puis ça m'a comme ouvert sur un paquet de joueurs en health tech au Québec. Puis là, j'étais là, ah ouais, mais c'est le genre de monde que genre, ça serait le fun de ramener ensemble, peut-être les inviter à une retraite, ça se passe, whatever. Puis là, ton nom est sorti somehow, somewhere. Puis j'ai checké ton LinkedIn, j'ai checké ton site web. J'ai fait, Chris, c'est malade ce qu'il fait, man. Puis j'étais littéralement cold outreach. Hey, dude, genre, ça te tente qu'on se parle, puis tout. Puis finalement, t'es là, fait que merci. Yes. Comment tu décrirais un peu ton parcours puis ton profil en accéléré pour qu'on catch un peu le profil? Oui. Écoute, moi, je peux commencer à dire que j'ai tout coulé mes cours au cégep. Puis j'ai eu un parcours un peu comme atypique. Je me suis lancé dans l'université en physique. Après ça, j'ai changé en maths. Puis après couler les cours en cégep d'aller en physique, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est rock'n'roll, hein? Ouais, mais après ça, j'ai arrêté l'école. J'étais allé travailler temps plein chez Future Shop pendant que ça existait encore. T'étais vendeur? J'étais vendeur d'ordinateur, ouais. OK. Puis après ça, j'ai juste décidé de retourner à l'université, faire un génie industriel par un de mes amis que lui faisait sa maîtrise là-dedans. Il m'a dit, Alex, je te connais depuis que j'ai 5 ans, va là-dedans, tu vas aimer ça. OK. J'étais allé, j'ai pris un petit leap of faith. Puis, écoute, j'ai fait mon bac d'un coup. En génie industriel? Ouais, génie industriel à Concordia. À Concordia, nice. Yes. Puis après ça, j'ai tellement aimé ça que je suis devenu ingénieur après. C'était comme le parcours de 3 ans pour devenir ingénieur par l'ordre. Puis, je travaillais chez Pélican International. Ils font les kayaks. Comme tous les kayaks sur l'autoroute, là, quand tu vois l'été, là, c'est tous des pélicans. Okay. Puis c'est là vraiment que j'ai découvert ma passion pour les maths, puis tout ce qui est technologie. J'ai appris à programmer. Dans le cadre de ton travail ou par toi-même, genre? Dans le cadre du travail, il y avait beaucoup de projets intéressants. Puis je voulais toujours pousser. J'avais quand même des ambitions d'aider l'entreprise à améliorer leur côté plus analytique. Ouais. Puis je me suis fait pick-up par certains vice-présidents, puis ils m'ont donné des projets vraiment nice. OK. Dont un qui était d'améliorer comment est-ce qu'ils planifiaient la production. Donc c'était très génie industriel, mais ça prenait beaucoup de programmation. Donc là, j'ai appris sur le tas. Puis ensuite, la COVID est arrivée. Ouais. J'ai quitté pour rejoindre Urgence Santé. Oui. Donc, Urgence Santé, c'est tous les ambulances de Montréal et de Laval. Et à travers ça, j'ai eu des projets d'optimiser le service. Donc, d'utiliser qu'est-ce qu'on appelle la recherche opérationnelle. Donc, ça, c'est de l'optimisation mathématique. Okay. Donc là, c'est vraiment un mix de maths et de programmation. Okay. Pour trouver des moyens d'améliorer le service d'urgence santé, surtout pendant la COVID. Ouais, parce que toutes les décimales ou les petites augmentations doivent compter méga beaucoup quand c'est la santé, la vie du monde. Là, exactement. Puis c'est là que j'ai réalisé que ma passion pour aider la société pouvait être jointe par les maths, la programmation. Puis on avait un super beau projet
vite, là, c'était comment est-ce qu'on peut placer les ambulances qui sont des PSA, donc qui sont des ambulances spécialisées, ils ne transportent pas de personnes. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se rendent en premier sur les lieux pour sauver les gens. Pendant que les ambulances qui transportent arrivent. C'est comme des éclaireurs de secours. Là. Ils maintiennent les gens en vie. Donc, ils sont super importants d'être bien placés en attendant leurs appels. Donc là, avec l'optimisation mathématique, avec un de mes collègues, on a réussi à trouver une manière de les placer sur l'île de Montréal et de Laval. Insane. Pour réduire le temps de réponse. Donc, tu vas te coucher à la fin de la journée et tu es comme moi. Je fais C'était fantastique. Là, on a triplé travailler là-dessus. Puis c'est là que j'ai décidé de faire ma maîtrise dans ce domaine-là d'optimisation mathématique. OK. Donc, je suis curieux de faire un mini pas de recul, genre, pourquoi tu penses que tu as coulé tes cours au cégep? Je me suis posé cette question-là pendant l'université. Puis j'ai réalisé que c'était juste... Les cours étaient pas très passionnants. C'était juste... La motivation était comme pas canalisée. C'est ça, exact. Parce que là, tu t'es tapé un bac en génie, tu t'es tapé une maîtrise en... recherche opérationnelle. Recherche opérationnelle, c'est ça. Fait que clairement, c'était pas le brain juice qui manquait, mettons. Ouais, c'est la passion. Là. Ouais. Chris, c'est vraiment hot. Puis là, quand est-ce que Caster arrive dans le décor? Puis tu sais, si tu peux nous expliquer un peu c'est quoi Caster? Oui. Dans le fond, pendant que je faisais ma maîtrise, au tout début, je me cherchais un projet de maîtrise. Puis en même temps, je savais que moi, je voulais maintenant faire ça pour moi-même. Donc, faire la recherche opérationnelle pour moi-même dans une entreprise. Donc, j'avais déjà un peu l'idée de partir quelque chose où je ne savais pas quoi. OK. Donc là, j'ai parti une entreprise qui faisait complètement autre chose. Puis, au fil du temps, ça s'est évolué en Caster qui est aujourd'hui. Okay. Et pendant ma maîtrise, j'ai mergé mon entreprise avec mon projet de maîtrise. Intéressant. Fait que t'as comme le... Tu sais, il y a différents archétypes de fondateurs, là. Mais toi, ta genèse est très académique, mettons. Genre. Mais peux-tu parler de c'était quoi que tu faisais au début avant que ce soit le Caster d'aujourd'hui, puis on le décrira tout de suite après? Sure. Donc... comme j'ai dit au début, je voulais juste partir une entreprise puis je savais qu'il fallait juste que je commence. Donc, je suis parti vraiment à l'inverse. J'étais un marteau qui cherchait des clous. Donc, je me cherchais plein de problèmes à résoudre avec une technologie. Qui était la recherche opérationnelle. Exact. Donc, le premier problème que je pensais qui était un bon problème, c'était comment concevoir des jeux vidéo, comment distribuer les tâches à travers une grande équipe distribuée. À la Ubisoft, mettons, genre. Quelque chose comme ça. OK. Mais j'ai vite appris que je n'ai pas du monde des jeux vidéo. T'es pas un gamer? Je suis un gamer, mais je suis pas un créateur de jeux vidéo. Donc là, j'ai parlé à quelques amis, du monde un peu dans le milieu, puis j'ai vite réalisé que l'idée elle valait rien. Mais j'ai eu du fun à bâtir un petit prototype. Puis t'as parlé à du monde avant de mettre 6 mois à coder dans ton sol ou... Exact. Comme ça, après 2 mois, j'ai flushé l'idée. OK. Mais en 2 mois, j'ai quand même bâti un petit prototype juste pour montrer un peu c'était quoi l'idée que j'avais pour que les gens ensuite invalident ça. Donc, ça a bien marché. Ouais, c'est bon. Ça sert, même. Ouais. Gros, c'est ça. Puis, après ça, j'ai une partie de ce que j'ai développé. Je me suis dit, OK, ça peut être utile pour autre chose. Donc là, j'ai commencé à prendre le téléphone puis à appeler un peu le monde dans mon entourage. Okay. Juste chercher des problèmes maintenant. Okay. Là, je me suis dit, je vais peut-être pas continuer avec cette tech-là. Je vais juste continuer le processus d'essayer de valider un problème qui existe. Puis là, t'appelles qui, mettons? En fait, ça, c'est spécial parce que la personne qui m'a donné assez d'informations pour ma deuxième idée d'entreprise, c'était pas un appel, c'était plutôt pendant un souper de famille. Okay. C'était quelqu'un du côté de ma conjointe, un oncle qui travaillait dans une grosse entreprise de construction ici à Montréal. Okay. Puis là, tout bonnement, il me dit, nous, un des problèmes qu'on a, c'est les grues. Okay. Quand il y a 40 km/h de vent ou qu'il y a des tempêtes, tout ça, on peut pas envoyer les grutiers en haut. Donc, mais on a la grue qui est là. Et là, il y a certains mois qu'on le sait qu'il y a plus de vent, plus de pluie. Donc, on veut peut-être planifier la grue avant. OK. Là, je suis rendu dans son bureau, puis on parle de ça. Puis là, je lui demande, OK, mais comment vous faites pour régler ce problème-là? Puis lui, imagine, c'est un grand bureau tout vitré. Il est dans un coin. Puis là, il me dit, Alex, retourne-toi de bord. Je me retourne, je vois une rangée de bureaux, comme plein de bureaux. Il dit, ça, c'est notre équipe de gestion de projet, puis c'est eux qui gèrent ça. Là, je connecte les points, je dis, OK. Donc, il y a une manière peut-être d'automatiser un peu cette idée, tout ça. Puis, ultimement, ça a parti comme la deuxième entreprise. OK. Puis là,
encore une fois, avec le processus de validation, je sais voir d'autres compagnies, est-ce qu'ils ont le même problème, est-ce qu'ils sont prêts à payer? La réponse était non. Y avait-tu le même problème, d'eau? Il y avait le même problème, OK. mais là, leur réponse, c'était pas que le problème était pas important, c'était que il y avait des plus gros problèmes à régler. Ouais. Puis ça, je veux juste faire une parenthèse là-dessus parce que moi, j'ai regardé pour m'en lancer un SaaS après avoir exit de Snipcart puis être parti de chez Douda, puis au début de SaaSpass. Puis on avait un vrai problème, puis on a parlé à une douzaine d'entreprises potentiellement clientes, puis tout le monde admettait que c'était un problème, mais la réalisation, le TLDR, c'était « Yo, Frank, dans la stack de problèmes, là, c'est le dernier échelle. Genre, on s'en calisse. Genre, ça fait pas assez mal pour qu'on spende du cash puis du temps là-dessus. » Exact. Fait que c'est une conclusion possible de... C'est même pas... C'est pas juste d'avoir un vrai problème, c'est avoir un problème qui est assez douloureux pour créer un vrai modèle d'affaires, là, basically. Absolument. OK. Cool. Fait que là, tu fais comme fuck, ça fait 2 fois que je me fais invalider. Ouais. T'avais-tu prototypé pas mal pour celui-là ou... Un petit peu plus. Un petit peu plus? Ouais. OK. Fait que là, c'est un journey de genre 1 an quasiment? Ou? Les deux ensemble, oui, je te dirais que c'est 1 an. Ouais. Puis pendant ce temps-là, tu fais ta maîtrise? Je suis comme dans ma première année de maîtrise. Okay. Donc, je suis encore à cheval à trouver un projet. Et au début, c'était peut-être celui de construction. Là, on commençait à chercher dans la littérature. Puis après ça, il fallait que je l'invalide vite parce que je voulais pas partir mon projet de recherche si l'idée de business marchait pas. Explique-moi c'est quoi Caster. Je fais tout le temps un classique de genre j'en parle trop tard dans le pod, mais je vais l'avoir dit en intro, fait que c'est pas si pire. Caster, what the fuck is Caster? All right. Dans le fond, Caster, nous, on aide les entreprises pharmaceutiques à réduire les pénuries de médicaments. OK. Donc, ça n'a aucun rapport avec les jeux vidéo, la construction, c'est un pivot complet. Ouais. Puis, on a développé un logiciel qui est basé sur la recherche opérationnelle. Et on aide, dans le fond, les manufacturiers à mieux séquencer et optimiser toutes leurs opérations de production de médicaments. OK. Super. As-tu une coupe de chiffres à me lancer pour genre l'année d'existence, l'équipe ressemble à quoi, whatever? Ouais. Donc, on a incorporé il y a environ 2 ans et demi, mais pendant que c'était encore une des anciennes entreprises. Okay. Donc, le Caster qu'on connaît aujourd'hui, ça fait peut-être 1 an et demi que ça existe. OK. On est rendu 5, m'incluant. Donc, super. Je suis solo et j'ai 4 super employés qui sont là avec nous depuis... Le premier, c'était en juin de l'année dernière. Très cool. J'adore ça, man, pouvoir avoir un snapshot de l'histoire au début aussi. Parce que, tu sais, souvent sur le pod, pis ça, je t'en parlais dans notre call offline, c'est que, tu veux pas le feeling que ce soit juste des victory laps, là, de genre de monde qui ont genre fait leur exit ou genre qui sont rendus méga profitables puis que c'est tout, voici mon histoire de succès. Tu veux aussi des histoires de, hey, je suis en train de le construire là. Ça m'intéresse. All right. On recule un peu parce qu'il y a de quoi, il y a une question, un point d'interrogation dans ma tête qui est, à un moment donné, t'arrives à la maîtrise puis tu dis, j'avais déjà le désir de faire un projet entrepreneurial puis de travailler pour moi-même, développer une tech pour moi-même. Il venait de où ce désir-là, genre, tu penses? C'est-tu parce que t'avais vu des exemples sur le milieu du travail, t'as parlé à quelqu'un, t'as lu de quoi, genre, ça venait de où, ça? Dans le fond, pour partir mon entreprise. Ouais, juste le désir entrepreneurial. Ouais. Parce que t'aurais pu faire du fucking gros 6 chiffres là, avec, mettons, ton pedigree dans une compagnie existante. Là. Ouais. En effet, j'étais en ligne pour faire un super salaire juste chez Pélican pour ma première job. Mais je te dirais, il y a 2 choses. Il y a la motivation vraiment, mettons, le feu de mes ambitions était allumé. Là. Okay. Si je quote, mettons, les cowboys fringants. Là. Nice. Nice. Puis j'ai réalisé que travailler pour quelqu'un d'autre, vite, tu vas te faire dire un peu les projets sur lesquels travailler. Ouais. Moi, je voulais vraiment choisir les projets et l'équipe auxquels je voulais travailler. OK. Puis mes parents, en fait, c'est des entrepreneurs. OK. Donc, depuis que je suis tout petit, eux, ils ont leur entreprise et ils viennent juste de faire la succession à mon frère. Donc, on a vraiment comme la culture entrepreneuriale était très présente chez moi. Got it. C'est cool, ça. Ouais. Est-ce que quand t'as dit je vais faire ma propre business, il était comme don't do it, it's a trap? Ou il était là, hey, on t'encourage, mon gars, let's go, tu sais? Ouais. L'encouragement était toujours là, le support, surtout certains warnings. Si tu fais ça, fais attention, il va y avoir. Il y a plein de scénarios que j'avais déjà entendus, peut-être comme quand j'avais 15 ans, 16 ans, que je me rappelais, que je suis allé les revoir pour leur demander, tu sais, ça. Je me rappelle, vous avez vécu ça, comme là, ça s'en vient pour moi, puis des bonnes sources de conseils. C'est malade d'avoir une proximité à des mentors qui sont littéralement tes parents en entrepreneuriat. OK. Puis là, avant
qu'on creuse dans ce que fait Caster puis les particularités de ton industrie, j'ai le goût de comprendre la genèse académique avec cette question. Si je traçais un diagramme de Venn entre, mettons, machine learning, deep learning, recherche opérationnelle, mathématiques, on considère-tu ça de l'IA, ce que tu fais? Tu sais, genre, démystifie ça pour moi puis le monde qui écoute un peu. Genre. C'est une super bonne question parce que le domaine de la recherche opérationnelle est toujours en questionnement de on fit où. Comment qu'on se brand un peu? Absolument. Puis Okay. c'est un très gros problème. Puis tous les experts de ce domaine-là ont toutes leur je ne vais pas dire leur cause, mais je vais donner un exemple, c'est que la recherche opérationnelle, tu peux l'apprendre dans les cours de management, au MBA, en économie, en génie industriel, en mathématiques, en chimie. Donc, c'est vraiment une discipline agnostique un peu genre au départ ou je sais pas quoi. Hein. Absolument. Okay. Donc, Ivado, par exemple, l'Institut de valorisation des données, on coine que la recherche opérationnelle, ça fait partie d'une branche de AI. OK. Eux, ils l'ont comme officialisé, si on veut, mais tout le monde, depuis très longtemps, c'est une manière de prendre des décisions avec beaucoup de données. OK. Donc, fondamentalement, ça peut rentrer dans l'intelligence artificielle. Puis est-ce que tu utilises ce levier de branding-là peut-être dans ton positionnement produit, toi? J'essaye le moins possible. Okay. Vu qu'on fait face à tout le generative AI d'aujourd'hui, le learning, donc quand je dis on fait du AI, les gens vont tout de suite penser qu'on va apprendre des choses avec leurs données, choses qu'on ne fait pas. OK, ouais. Donc j'essaie le moins possible. Je comprends. T'as comme un double tranchant pour ton industrie. Surtout que la donnée du pharmaceutique, ça doit être méga confidentiel. Puis oui, puis absolument. Ça, puis, ouais, cool. Fait que je vois beaucoup, je vois quand même pas mal de fondateurs qui font ce chemin-là de à la maîtrise ou au doctorat, je me suis spécialisé dans une branche quelconque de l'intelligence artificielle. Et là, j'avais mon marteau académique. Puis je cherchais à taper sur un clou entrepreneurial. Pour reprendre une métaphore qui était à moitié utilisée. Tu penses-tu que si t'as pas les espèces de bases fondamentales puis même académiques d'une certaine branche de l'intelligence artificielle, tu peux quand même être un bon ou une bonne startup founder en AI, genre? Ou c'est comme un... Je pense que oui, j'en ai rencontré plusieurs. OK. Tu sais, qui ont un domaine peut-être même un peu moins tech, mais c'est même si tu comprends pas le détail, le comment l'implémenter, comment le bâtir, tu peux très bien comprendre comment ça fonctionne, quel type de problème tu peux résoudre avec ça. Puis, c'est juste une question de connecter les liens, puis ensuite de trouver des gens qui sont dans ton angle mort pour travailler sur ça. Là. OK. Fait que le chemin du fondateur ou de la fondatrice non technique qui existe, mettons, dans le plus classique, web dev, les web app crud, puis tout ça, il est là aussi en AI, dans le fond. Mais pour être la personne, mettons, technique dans l'équipe de co-founder, j'ai comme l'impression que c'est moins YOLO que les startups, les SaaS classiques, là, où est-ce que tu peux genre faire Codecademy ou checker Astor, coder avec Claude ou ChatGPT. C'est comme, je sais pas, on dirait qu'il y a une certaine barrière à shipper de la valeur en AI de façon technique. Mettons pas si t'es le hustler, le vendeur, mais vraiment le co-founder technique. Oui, dans l'équipe, ça l'aide énormément si une des deux personnes, mettons, on assume qu'il y a une équipe de co-founder, qu'une des deux est technique et a quand même une bonne base en AI. C'est ça. Parce que toi, tu l'avais ça, plus le côté vendeur, vision, tout ça était là aussi. OK. Puis, fait qu'on a déjà parlé des autres business qui étaient lancés avant Caster. Parle-moi, y a-tu un autre souper de famille, genre? Tu sais, où est-ce que là, la tante de ta blonde te dit, genre, en pharmaceutique, on a de la misère avec X, Y, Z. Genre, c'est quoi la genèse de Caster? Ouais. Donc, j'ai vraiment pris le téléphone pour appeler du monde plus longtemps. Okay. Puis, encore une fois, il y a beaucoup de chance dans mon parcours. J'imagine qu'il faut compound sur quand ces opportunités-là arrivent. La première personne qui m'a répondu, c'est un ancien collègue. Il m'a dit, nous, on a un gros problème dans notre usine. Okay. C'est un goulot opérationnel. Donc, c'est une machine qui cause un ralentissement de la production. Puis, on aurait peut-être besoin de l'optimiser. Okay. Donc, tu sais, il m'a lancé ça comme ça. Puis là, je lui ai dit, OK, moi, j'aimerais ça faire mon projet de maîtrise sur ce problème-là. Donc, il faut évaluer si c'est un vrai problème complexe que l'optimisation peut résoudre. Donc, on a passé peut-être un bon 6 mois à évaluer le case.
Puis ensuite, quand j'ai réalisé que oui, c'est l'optimisation mathématique peut résoudre ce problème-là, j'ai mentionné, regarde, moi avec ça, je pourrais partir mon entreprise, ça pourrait être le logiciel qui va venir résoudre ça. Puis, on va faire comme un genre de co-développement. OK. Donc, mais on gardait toute la propriété intellectuelle. Puis c'est un peu là que ça l'a parti. Puis en parallèle, c'est une entreprise pharmaceutique. Puis ma conjointe et mes 2 filles on avait besoin de médicaments. Donc, on va au Costco, marché central. Et là, on voit c'est l'apex de la RSV, COVID, puis tout en même temps. Là. Je pense que c'était en novembre, il y a peut-être peut-être 1 an ou 2 ans. Et là, tu vois tout le monde qui court pour aller chercher des Tylenol. Tu vois la pharmacienne qui arrive avec un bac, puis elle me voit les regarder, puis elle me dit « T'en veux-tu? » Parce que dès que je la dépose, comme les gens vont l'arracher. Donc, il y avait des pénuries qui commençaient d'arriver de médicaments de Tylenol parce que tout le monde en avait besoin. Ensuite, même chose pour les antibiotiques. Donc là, j'étais en train de faire ma revue de littérature sur l'optimisation mathématique en pharmaceutique. Mais là, je réalise qu'OK, on a comme une pénurie de médicaments qui arrive maintenant au Québec. Là, je me dis, pourquoi ça arrive, ça? Ouais. Comme nous, OK, on a des alternatives, mais je me dis, imagine si ça arrive à du monde dans des hôpitaux, tout ça. Donc là, j'ai orienté un peu plus mes recherches vers pénurie de médicaments causés par des problèmes manufacturiers, par exemple. Puis, j'ai réalisé que le client que j'avais, je leur ai posé la question et effectivement, eux, ils ont des pénuries de médicaments et à la fin, c'est les hôpitaux qui peuvent en souffrir. Puis ça, c'est public, cette information-là. Et les patients des hôpitaux. Exactement. All right, folks. Petit shout-out à Baseline, partenaire certifié Ça se passe. C'est mes geeks puis doctorants en intelligence artificielle préférés. Ils ont accompagné un paquet de SaaS en AI pour collecter puis valoriser de la donnée, mais aussi pour développer des fonctionnalités puis des automations critiques. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis l'épisode 41 avec David Beauchemin vaut vraiment la peine. OK, de retour au pod. Mais là, OK, fait que là, il y a 2... Je veux pas dire des chevals de Troie, là, mais mettons, toi, quand t'appelais du monde pour essayer de trouver un problème à régler avec de la technologie et idéalement une entreprise, ton approche était-tu un petit peu de dire je suis à la maîtrise, j'ai un projet à faire. Absolument. C'est pas genre yo, je suis en train d'essayer de builder de quoi puis de faire de l'argent. Puis là, quand ça l'a mordu un petit peu, tu te dis hey, moi, ça se pourrait que je fasse une business avec ça et te voir à l'aise. Fait que c'était comme un avantage de pouvoir cold caller ou juste... Absolument. T'as pas de l'air du vendeur de SaaS là, qui veut juste te vendre de quoi up front. OK, fait que ça, c'est cool. Puis sinon, le goulot d'étranglement initial que t'as parlé, là, que c'était genre, il faut optimiser ça, mettons, dans la manufacture, ça aussi, au final, c'est pas le seul problème sur lequel ça a comme été ton début de valeur que t'as voulu leur apporter, puis après ça, t'as dit, hey, je peux régler des problèmes bien plus gros dans le business. Absolument. Okay. Absolument. OK, c'est bon. Fait que là, eux, ils acceptent, mais là, j'imagine, tu sais, il y a plein de NDA et d'affaires de confidentialité en pharmaceutique, fait qu'on creusera pas sur trop des affaires, mais comment tu pull off une entente de co-développement avec un manufacturier en pharmaceutique? Tu sais, ça a été tough, ça? Ça a été assez difficile. Je te dirais, il y a beaucoup de choses qu'on a fait de notre côté avant pour les convaincre d'aller de l'avant. Comme? Par exemple, une preuve de concept. Okay. Ils ont accepté de nous prêter un set de données. Ils ont dit, mets ça dans ton système, dans ton algorithme que tu as développé, et on va simuler les résultats potentiels. Okay. Et c'est là qu'on a réalisé qu'il y a un vrai bénéfice à développer un logiciel alentour de l'algorithme. Parce que si on avait juste développé un algorithme pour résoudre ça, peut-être qu'on leur aurait donné un genre de rapport, comme voici comment peut-être organiser votre espace de travail alentour d'une stratégie telle. Là, il a fait OK, c'est bon, on va probablement le tabletter. Mais là, les résultats étaient tellement poussés qu'ils ont réalisé OK, on aurait besoin d'un système qui vient nous aider à faire ça automatiquement. Parce que la valeur de l'information qui sort de ton algo puis des modèles que tu utilises, elle n'est pas, comment dire, statique. C'est-à-dire que c'est pas juste un rapport, une fois, tu fais ça pendant une couple d'années, puis après ça, je te refais un rapport, puis tu refais ça. Quelle est la valeur comme continue pour la pharmaceutique, l'usine, mettons, d'avoir une web app autour, puis de pouvoir jouer avec ces données-là? Essaye de m'expliquer ça du mieux que tu peux. Là. Donc, dans le fond, nous, on sort des calendriers de production.
Donc, qui sont, mettons, une semaine. OK, c'est bon. Ouais. Fait que c'est ça, c'est récurrent. OK. Puis, ça peut être mis à jour à chaque quart de travail et ça donne un peu toutes les tâches de production. Donc, faire une batch, par exemple, pendant ce moment-là, sur cette machine-là, etc. OK. Puis, combien de temps ça t'a pris construire la preuve de concept qui était plus moins étoffée en termes de logiciel puis d'interface, j'imagine? Là, tu sais? Je dirais entre 6 et 8 mois. Quand même. Puis là, t'étais-tu tout seul au début? Oui, tout seul. OK. Fait que là, ils sont contents. Il y a beaucoup de valeur à ce que tu amènes avec ce prototype-là. Puis après, justement, finalement, tu as financé tu t'es financé toi, le développement de ton produit avec ton premier gros client. Oui. Une partie de mon argent personnel, une partie... donc, quand ils ont signé le contrat, donc on a négocié d'avoir un peu de revenus en amont pour utiliser ça pour embaucher notre premier employé pour faire le développement logiciel. C'est bon. Fait que là, tu t'es dit, hey, je vais avoir une autre paire de mains puis de bras qui se met là-dessus, pas juste moi. Parce que justement, tu étais solo founder. Et je sais jamais ce que je pense d'être solo founder. On dirait que genre il y a plein de positifs puis il y a aussi plein de négatifs, je trouve. Tu veux aussi me parler de ça? C'est-tu arrivé naturellement ou c'est comme une décision plus consciente? Je te dirais, vu que le parcours de la maîtrise, c'est quand même un parcours solitaire, oui. Je suis un peu parti dans l'idée que j'allais le faire. Je suis seul, je vais le faire. Mais j'ai quand même rencontré plusieurs personnes avec des plateformes de rencontres de solo founder là, qui existent. Tu m'apprends ça, dude. Wow, OK. Y Combinator aux États-Unis ont parti le Startup School, si je ne me trompe pas. Puis à l'intérieur de ça, ils ont une plateforme où est-ce que c'est soit que tu as une idée, tu cherches du monde, ou soit que t'es technique, par exemple, ou t'es peut-être quelqu'un en business et tu cherches une startup. Ta contrepartie. Okay. Exact. Et là, ça match du monde. Il y en avait à Montréal. Donc, les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était trop tôt pour les onboarder. Tout le monde avait des emplois à temps plein. Donc, tu sais, il fallait vraiment un méga incentive. Puis, j'avais pas encore le business case assez solide pour dire à la personne. Je voulais pas que la personne quitte sa job de 250 000, vienne avec moi tout de suite, 50% de la compagnie, let's go, on le fait. Parce que j'étais pas assez certain de qu'est-ce qu'on était en train de faire. OK. Je savais qu'il y avait encore trop de choses que je voulais figure out. Et une d'entre elles était, est-ce que j'ai besoin d'un co-founder maintenant? OK. Donc ça, c'est... j'ai passé peut-être 4 à 5 personnes, puis à chaque fois, je me posais la même question, puis à chaque fois, la réponse, c'était, je pense pas que j'ai besoin de quelqu'un maintenant. Puis, tu sais, par la suite, je me suis entouré de mentors, d'aviseurs, puis la décision était, selon moi, la bonne pour notre entreprise de continuer comme ça. C'est vraiment intéressant. Tu as considéré, disons, 4 à 5 personnes pour cofonder un petit peu avec toi ou embarquer très, très tôt dans l'aventure, mais tu as regardé combien de profils, parlé à combien de personnes? Tu sais, c'est-tu pas mal? Ou? Je te dirais, profil... une cinquantaine. Quand même. Puis c'est ça qui est difficile, c'est que j'étais déjà assez avancé dans l'entreprise pour onboarder quelqu'un. Et la plupart des gens cherchent toujours... Moi, je vais arriver à l'idéation. Ouais. Je vais arriver, je veux qu'on parte l'idée ensemble, je veux qu'on soit 50-50. Jusque-là, moi, j'arrivais, regarde, j'ai déjà le proof of concept, j'ai déjà un client, j'ai déjà des revenus. J'étais déjà avancé, mais les gens, ils comprenaient pas vraiment ça. Donc, ils voulaient tout de suite. Et c'est là que j'ai réalisé, si dès le départ, on peut pas s'entendre sur ça, je veux pas imaginer ça va être quoi dans 1, 2, 3, 4 ans. Ouais, parce que tu as déjà dérisqué Absolument. Une partie cruciale dans le 0 à 1. T'es peut-être pas rendu au 1 encore, mais c'est quand même Chris, tu rentres à 0.5, là, genre t'auras pas à moitié de l'équité. C'est exactement ça. Un petit peu ça. OK, man. Fait que les plateformes à Montréal, t'as-tu des noms à donner ou je les mettrai en show notes après ou genre... Pour des rencontres... écoute, je sais qu'il y a la soirée connexion faite par HEC. J'ai jamais pu y aller, mais je sais que ça existe et je veux y aller pour continuer. Tu sais, je suis quand même toujours ouvert à avoir des associés dans le futur. Puis, c'est vraiment cool. Mais la raison pour laquelle tu as pris assez de temps pour genre checker des douzaines de profils, parler à 4-5 personnes, c'est que tu savais ou tu croyais peut-être qu'il y aurait une grosse valeur ajoutée d'avoir un co-founder, c'est ça? Absolument. Okay. Oui. Pourquoi? Écoute, à chaque jour, je me dis, il faudrait que je me sépare en deux. Chaque jour. Juste en termes de... Ouais.
fucking bandwidth à genre lancer sur le problème. Exact. Okay, ouais. Puis je me dis, c'est sûr qu'il y a quelqu'un, puis le timing, regarde, ça peut arriver dans 1 an, ça peut arriver dans 5 ans. Ouais. Un late co-founder, ça me dérange vraiment pas. Là. Ouais. Puis, tu sais, cette personne-là va amener quelque chose que tu peux pas juste obtenir d'un contracteur ou un employé quelconque. Est-ce que... Parce que là, tu avais quand même eu un esprit business avant, tu étais allé sur le marché du travail. Oui, tu pognes ton premier gros client à qui tu peux faire du co-développement, tu dérisques un paquet d'affaires. D'ailleurs, pour tous ceux qui écoutent, là, genre, c'est un conseil que quand tu veux pas lever du capital de risque nécessairement, mettons, là, si tu peux faire de la prévente, man, puis builder avec ton premier client, c'est ça qu'on a fait avec Snip, c'est ça qu'un paquet de business successful ont fait. Fait que un gros tip qu'on répète tout le temps. Ceci étant dit, t'avais-tu comme pris le temps de te reculer puis checker le market puis faire genre, ben là, le total addressable market, tu sais, y a-tu vraiment une business là? C'est-tu un coup de luck, mon premier gros client, puis je vais finalement être basically une entreprise de service à l'intérieur de ce client-là forever and ever, ou je vais être capable de scaler mon logiciel puis le commercialiser à plein d'autres? Genre, comment tu réfléchissais à ça? C'est une super bonne question. Merci. C'est une joke que je fais. Ouais, non, c'est bon. Non, mais c'est bon parce que j'y ai pensé beaucoup. Tu sais, c'est difficile de cibler exactement le marché qu'on peut cibler avec notre logiciel parce que notre logiciel, il est de un, il est modulaire et on peut le bâtir on top. Donc là, par exemple, tu regardes, il y a 2 ans, si j'avais fait ça, j'aurais probablement été un peu déprimé. J'aurais probablement dit, il n'y a pas un gros marché. Mais là, on est rendu à penser à développer notre 2e et 3e produit qui fait partie de la suite. Et ça, on a découvert qu'on peut le faire parce qu'avec ce client-là, on a commencé à poser beaucoup plus de questions, comprendre plus le problème, l'envergure du problème, qu'est-ce qu'on peut rattacher. Puis, tu sais, on a maintenant signé un MOU avec notre 2e client. Qu'est-ce que ça veut dire, MOU? Un Memorandum of Understanding. Donc, c'est genre un peu comme un engagement à ou... C'est un engagement non-binding avant un LOI, un Letter of Intent. Donc, c'est vraiment plus pour officialiser notre partenariat. C'est ça, parce que toi, c'est des gros tickets. Là. C'est pour ça qu'il y a autant de paperasse pour closer un manufacturier. C'est bon. Puis, dans le fond, là, on est rendu qu'on a un produit qui est une suite pour les manufacturiers qui font pas juste des médicaments. Là, on s'étend un peu plus sur les ingrédients qui sont dans les médicaments. Intéressant. Donc là, tu bouges up dans la chaîne chronologique de valeur. Maintenant. Exact. Parce que notre mission, c'est d'aider à réduire les pénuries de médicaments. Donc, de focusser juste sur ceux qui font les médicaments, on se contraint à juste cette partie-là, mais tu as tout l'aspect des ingrédients, des matériaux, les machines. Donc, notre vision est d'avoir un système qui peut soutenir cette chaîne. Puis, mettons, je joue l'avocat du diable, Alex. Là, est-ce que ça pourrait défocuser ou faire du scope creep de dire, man, on va tout régler les problèmes? Tu serais pas mieux de genre nailer genre ce bout-là juste pour la pharmaceutique puis faire fuck off avec le reste? Ou? Ouais. Dans le fond, une des choses que j'ai appris très tôt en génie industriel, c'est que tu peux pas regarder un système de production en silo. Si tu fais ça, tu vas causer des problèmes partout. Donc, notre logiciel représente un peu cette philosophie-là. C'est que nous, on regarde la chaîne au complet. Notre produit, c'est sur cette chaîne-là de production. Gotcha. Et on n'est pas en train de, par exemple, de faire un système qui va prédire des commandes pour un medical device manufacturing. Là, on serait vraiment défocusé, une autre industrie, tout ça. Là, on reste toujours dans la production en lien avec le médicament. Les processus sont similaires. L'environnement est similaire. Les régulations sont similaires. Bonne réponse, j'investis. Non, c'est vraiment hot, d'autres. Ça m'intéresse au fond, puis je me demande... Fait que là, ça veut dire que le Eureka ou le haha un peu dont tu parlais, c'est qu'il y a un morceau de problème, ou du moins un morceau de solution qui a une nature plus standardisée que tu vas pouvoir appliquer puis distribuer dans plein d'autres compagnies. Absolument. OK. Puis, combien de... Là, tu nous as parlé, mettons, RH. On a eu une personne qui est rentrée au début quand tu as comme closé un peu ton deal de co-développement avec ton premier client. Quand est-ce que les prochaines personnes commencent à arriver dans le décor, mettons? Oui. Je te dirais quelques mois après. Okay. 2e développeur, toujours temps partiel. 2e développeur. Et ensuite, je suis allé chercher... Puis ça, c'est un peu un succès personnel, d'embaucher quelqu'un dans mon domaine, mais qui a un doctorat. Oh, ouais. Donc, tu sais... Ça c'était... lui aussi a tombé à temps partiel. Puis ensuite, les temps pleins sont arrivés plus en début de cette année.
Alex, il y a plein de jeunes founders ou de second-time founders qui écoutent et qui se demandent hey, comment tu fais pour aller chercher des têtes et du talent pour ta startup qui commence puis de leur faire acheter, de leur vendre le temps partiel. Comment y a-tu des employee stock options ou genre, comment tu dealais ça? Je te dirais notre premier employé, Vitali, lui, c'était vraiment, encore une fois, par chance. Je parlais à un de mes mentors. Je lui disais, je venais de lui dire que je viens de fermer une option avec une personne qui pourrait devenir co-founder. Ouais, là, lui, il m'a dit, écoute, as-tu vraiment besoin d'un co-founder? Moi, lui, il venait de vendre son entreprise. Il a dit, moi, j'ai un de mes anciens employés, un superstar en développement, puis il cherche une nouvelle opportunité. Regarde, il vient juste de me texter pendant qu'on se parle. Il m'a dit, tu veux que je te le présente? Et c'est là que ça a commencé. Et oui, il y a la question du ESOP pour mes premiers employés. Il y a aussi le fait que notre tech est vraiment pas usuel. Là. C'est pas du AI, machine learning, tout ça. C'est pas comme un e-commerce, sans enlever toute la valeur de ces tech et types d'entreprises. Mais c'est ça. Donc lui, il était super passionné par apprendre quelque chose de complètement nouveau qu'il savait pas vraiment qu'il existait. Et ensuite, il a réalisé que cette technologie-là, c'est un peu le backbone de la globalisation. Toutes les grosses entreprises l'utilisent sans vraiment le dire. C'est du low-level infrastructure globale, carrément, comme tu dis. C'est vraiment sick. Puis en plus, tu avais comme un proxy de confiance vu que c'était une intro ou une référence chaude de ton mentor. Là, exact. Qui te faisait déjà confiance. Exact. Puis aussi la mission de l'entreprise. Je veux dire, d'aider à réduire les pénuries de médicaments, ça peut venir chercher... Je réalise que ça peut venir chercher un bassin de gens qui veulent vraiment aider à avoir un impact sur la société. Donc, je veux pas l'utiliser, mais en même temps, je réalise que... je veux dire, c'est... Je réalise que Oui. J'ai déjà vu quelqu'un manquer, mettons, d'un médicament pour diabète, c'est de la style de merde. Là. Excusez-moi. Oui. Mais genre, fait que tu sais, il y a une partie de noblesse dans ce que tu fais, évidemment. Puis là, évidemment, on pourra parler peut-être un peu plus tard de la partie genre que, le monde dit qu'on dépend de trop de médicaments. Puis là, tu dois te faire critiquer sur des affaires. Mais par contre, ça, pour l'instant, là, je veux qu'on parle un petit peu de l'état de la tech ou des outils à l'intérieur de ton type de client plus manufacturier. Fait que genre, tout arrive, c'est-tu blank slate, tout le monde est sur un fichier Excel local, puis tout amène la nouvelle tech, ou genre, il y a des plateformes logicielles unifiées, puis des API à droite puis à gauche, puis là, il faut que tu builds avec ça. C'est quoi le landscape, genre? Ça varie beaucoup. Il y a des... mettons, on a des clients que eux, quand on les approche, ils vont dire, écoute, nous... on a un nouveau ERP. On a 2 personnes dédiées avec c'est sûr, ce ERP. Mais ils en ont tous des différents. Ils sont plus ou moins intégrés. Mais la grande majorité des entreprises utilisent encore juste Excel pour leur planification de production. Got it. Donc, à date, j'ai jamais vu une entreprise qui ont un système dédié avancé en planification des opérations. Fait que comme plusieurs SaaS un peu plus classiques, tu vas avoir comme antagoniste ou genre à te positionner contre le bon vieux Excel. Oui. Puis en fait, on a... Comme ça nous fait pas très peur parce que on rajoute un layer d'intelligence sur leur Excel déjà présent. Fait que nous, on peut prendre qu'est-ce qu'ils ont puis on va juste rajouter un layer par-dessus. Donc, on vient pas leur faire arrêter d'utiliser ça. OK, c'est pas... Fait que tu déracines pas nécessairement des habitudes trop en place déjà. Exact. Fait que là, la réponse à ma question, comment il réglait le problème dans ta situation, ta solution, j'imagine que c'est un peu Excel. Absolument. OK. Est-ce que tout arrive dans le décor et ils sont comme, OK, il y a 13 autres compétiteurs directs à toi qui font le même pitch à chaque mois. C'est quoi le landscape de compétition plus direct, mettons? Je te dirais, au Québec et au Canada, il n'y en a pas tant que ça. OK. C'est plus aux États-Unis puis peut-être un peu plus en Europe aussi. Ouais. Il y a une compagnie qui vient tout juste de lever 6 millions, qui font quelque chose d'un peu similaire à ce qu'on fait en Europe. OK. Puis aux États-Unis, il y a plein de software qui sont un peu one size fits all. Donc là, eux, ils vont faire de la planification de production, mais tu dois payer très, très, très cher pour de la customization. Donc nous, on a déjà un bloc pour le pharma, pour leurs industries, pour leurs machines, pour leurs opérations. Donc on est presque plug and play. Avais-tu étudié un petit peu la compétition avant de lancer le projet de maîtrise, mettons? Ouais. C'est bon. Un cycle de vente typique pour un client aussi
gros et, je veux dire, complexe que la manufacture de pharmaceutique? C'est-tu genre 9 mois? Fucking 18 mois? C'est quoi, genre? Ouais. Je te dirais, ça peut être n'importe où entre 6 mois et 1 an. Puis dans tous les cas, t'en signes pas une dizaine par année, fait que ton cash flow peut pogner un crise de hit si ça close pas vite. Ouais. Ou que c'est long avec le cash rentre. OK. Ben, parlons de ça de bord. Parce que là, toi, au début, oui, t'as dérisqué, genre, un peu financièrement, puis même techniquement, puis RH, t'avais déjà un gars avec toi, mais comme t'avais juste un client, là. Fait que genre, si ça chiait, ou qu'il y avait une rupture du contrat pour une raison ou une autre, t'étais comme... dead. Faut en trouver un autre. Ou vite en trouver un autre. Oui, mais en effet, ouais. C'était-tu une pression saine ou malsaine dans ta tête de founder, comme d'avoir cette forte dépendance-là au début à ton premier gros client? Je le voyais plus comme c'est une super opportunité puis il faut pas screw up. Il faut tout faire pour y arriver parce que j'ai réalisé que c'est vraiment pas tant usuel pour une startup de faire ça. Puis eux aussi, eux, ils le voyaient comme un gros risque. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'on devait mettre de l'avant, travailler fort pour bâtir quelque chose de très robuste, puis d'avoir une équipe pour, pas juste, on est deux, on va faire ça pour vous, puis on s'en va après. Là. Ouais. Tu leur parlais fréquemment aux clients, j'imagine? Oui, à chaque semaine. On le fait encore. Super. C'est très cool parce que tu as raison de dire que c'est pas nécessairement usuel, mais plus que ça, je dirais même, Alex, c'est genre, quand ça arrive, un co-développement un peu, ça marche pas tout le temps. Il y en a d'autres startups d'AI qu'il y avait un gros Christie de clients, genre, avec des gros besoins complexes. C'était comme, on va vous funder, puis on va avoir une licence à vie ou je sais pas quoi. Puis, à un moment donné, les finances ou la réalité économique de la compagnie chient. Puis là, ils font comme, hey, c'est bien cool le projet d'AI, mais on tire la plug là-dessus. Tu sais. Fait que, genre, c'est comme c'est une drôle de balance. Il faut vraiment que tu réussisses à passer à travers en pas trop de temps, mettons, j'ai l'impression, de leur amener de la valeur. Alright, folks, un petit shout-out à Missive, partenaire produit Ça se passe. Missive, c'est un email client multijoueur qui réinvente la boîte courriel pour aider les équipes à mieux communiquer puis collaborer. Il y a au-dessus de 3500 entreprises à travers 75 pays qui leur font confiance, dont Ça se passe, et un paquet de SaaS. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec Phil Lehoux, le co-founder, sur ce qui s'en vient pour Missive. OK? De retour au pod. Puis, ça a-tu été coûteux ou complexe en termes genre légaux, vu que c'est des contrats un peu plus complexes, la propriété intellectuelle, il faut que tu gères ça comme du monde, toi, parce que tu vas vouloir la commercialiser après. Genre, ça a-tu été un gros hit ou c'était pas super? Pas tant que ça. Sure. Je pense que dans le contrat, on a été très clair sur la propriété intellectuelle, puis ouais. Si-tu régulé beaucoup la pharmaceutique? Genre, tu sais, mettons, t'es-tu obligé d'avoir des SOC 2 ou des compliance quelconques, ISO, je sais plus quoi? Puis, est-ce qu'ils sont régulés dans leur... Tu sais, comme le gouvernement sont obligés de faire des appels d'offres, puis genre, choisir tel critère de tel fournisseur. C'est-tu un peu ça ou pas vraiment? Pour nous, on n'est pas très affecté par ça pour l'instant, vu que notre plateforme est plus en mode d'aide à la décision. Donc, tant que tu vas pas guider l'exécution, donc de dire tu dois faire ça, et fais-le de cette manière-là, tu n'as pas besoin de certaines validations. On a dans notre équipe un expert en validation, donc chaque fois que le client peut-être pourrait nous demander « Ah, est-ce qu'on pourrait rajouter ça? » Donc là, lui, de son côté, il va faire « Ouais, ben si on fait ça, il va falloir faire valider cette partie du logiciel-là. Donc, à la place, peut-être qu'on pourrait regarder pour les aider autrement. » Donc là, on parle avec le client, puis parce qu'eux, ils savent aussi, si on doit faire valider, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, tu sais, je ne veux pas dire qu'il y a des... On contourne pas le problème, c'est qu'on vient pas se mettre dans une position où est-ce qu'on va leur dicter exactement quoi faire. On les aide, on montre des recommandations, et c'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin. Ça me fait penser à Alexandre Jalbert de Planivore, où est-ce que lui, c'est pour les villes, les écoles, les municipalités. C'est comme un outil de planification stratégique, leur SaaS. Puis en termes d'appel d'offres, en bas d'un certain montant par année, mettons, ils n'ont pas besoin de faire d'appel d'offres. Ils peuvent juste décider d'utiliser des solutions. Fait que lui, sa commercialisation, elle va bien plus vite que le software qui est une coche de plus, puis qui doit passer par je sais plus combien de comités. Puis, fait que tu sais, c'est pas pareil, mais il y a un pattern similaire où tu es dans une zone où est-ce qu'il y a moins de friction pour commercialiser, mettons. OK. Sécurité. T'as-tu dû passer beaucoup de temps là-dedans? Parce que là, c'est des données sûrement méga privées. Il fallu que tu fasses des certifications, des affaires la même? Ou? Pas de certification, mais mes développeurs viennent du secteur financier.
Donc, ils sont arrivés avec un très bon bagage qui a aidé à blinder toutes nos données, nos databases, toute la sécurité de l'entreprise au complet aussi. Là. All right. Fait que j'ai l'impression que... Puis là, vous êtes 5, t'avais dit au début, right? Fait que fais-moi un contraste entre, mettons, tes premiers mois de Founders versus là ça fait... Mettons, si tu comptes tes premiers projets de maîtrise potentielle, ça fait 3 ans? Ouais, on peut dire 3 ans. À quoi ressemblait ta réalité dans les premiers mois de... Mettons, Caster, puis dans les mois là tu sais, y a-tu quoi comme Founder, CEO, c'est ça ton titre, qui a changé, genre? Absolument. Je te dirais, au tout début, j'étais en mode... le mot, ce serait hacking. Ouais. Figure out une solution tech. Je programmais, je codais pour essayer de résoudre le problème. Puis aujourd'hui, je code plus. OK. Et je te dirais peut-être un peu moins que il y a peut-être 2 ans environ, il y avait la question que je me suis fait demander, par exemple, t'es-tu le scientifique de l'entreprise ou est-ce que tu es l'entrepreneur de l'entreprise? C'est le dirigeant. Ouais. Puis je me faisais souvent dire, tant que tu réponds pas à cette question-là, tu vas valser entre les deux, puis ça peut amener certains problèmes dans le futur. Tu vas être un peu déchiré à vouloir faire un peu plus de un, un peu plus de l'autre, et tu es tout seul. Donc, il fallait que je décide vraiment vite qu'est-ce que je voulais faire. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, quand j'ai embauché la personne qui avait un doctorat dans mon domaine, mais ça, c'était moi qui disais, OK, comme c'est plus moi le scientifique maintenant, là, cette personne-là. Ton choix avec une décision personnelle. Exact. Personnel. Exact. Très cool, dude. Est-ce qu'il y a une petite partie de ton cœur de scientifique ou d'académique qui a dû vivre un petit deuil de c'est plus moi qui va genre être deep dedans? Ou? Oui, mais en même temps, tu sais, je vais voir. Là, j'ai embauché quelqu'un à temps plein. Même chose, lui aussi, il y a un doctorat dans ce domaine-là. Et comme on s'assoit ensemble, on débug des trucs encore ensemble. Donc, tu sais, je reste quand même à l'affût de ça. Nice. Puis, je te dirais, il y a peut-être 3 semaines, on devait faire un prototype vite pour une démo. Puis, une journée complète, je me suis dit, OK, là, je vais aller scratch that itch. J'ai programmé au complet un prototype, c'est tout l'algorithme en arrière. Puis ensuite, qu'est-ce qui était le fun, c'est que là, je l'ai prêté à mon équipe. Là, mon équipe ont juste sauté dessus, puis là, on a bâti quelque chose qu'on pouvait présenter. Okay. Donc, tu sais, de temps en temps, je vais replonger. Saucer les pieds un petit peu. Ouais, OK, man, c'est cool ça quand même. Puis, t'as parlé de... Tu disais juste là, le genre, on me disait souvent, mettons, tu vas être le scientifique ou l'entrepreneur, tu sais, fais un choix, tout ça. C'est qui ce on-là? Décris-moi ton entourage. Tu as parlé d'un mentor plutôt. Qui t'entoure comme entrepreneur? Parce que t'es solo founder, mais t'as un bon réseau quand même. Oui. Je te dirais la première personne qui a compris le plus qu'est-ce que je faisais puis qui a cru en ça, c'était mon directeur de recherche. À Concordia? À la Polytechnique. Donc, ma maîtrise, c'était à la Poly. OK, c'est bon. Puis, je savais que lui avait déjà un background entrepreneur, scientifique. Il avait déjà bâti une entreprise avant. Il l'a vendu dans le même domaine de la recherche opérationnelle. Nice. Donc, il savait comment faire. Puis, il continuait à être professeur. Donc, il faisait ça parce qu'il aimait ça. Donc, je pense que ça a été comme mon premier mentor pour kickstart l'entreprise qui est aujourd'hui. Quel genre de support il t'a amené, lui, à part moral et psychologique? Des connexions au début. Ouais, OK. Ouais, des connexions, des pistes sur comment naviguer certaines choses avec des clients potentiels. Okay. Aussi des pistes technologiques. Ouais. Parce que ça reste un prof en recherche opérationnelle. Donc, quand je lui lançais un problème en 30 secondes, il disait OK, essaye ça. Et la plupart du temps, ça marchait. Parce que lui avait déjà pavé le chemin ou marché sur le sentier de commercialiser de l'innovation qui vient au début de l'académique puis de le mettre dans le free market puis de créer une compagnie. Il l'avait fait. Ouais. Fait que ça, c'est épique. Puis toi, t'avais quoi, à travers ta maîtrise, déjà établi un certain rapport avec lui puis tu savais que tu pouvais y faire confiance, genre? Ouais. Puis il y avait la crédibilité de l'avoir fait. OK. Puis à part ça, tu parles-tu à d'autres founders? T'as-tu des coachs, des amis? T'as-tu des amis? Quelle question de marde. Des amis, écoute, je pourrais peut-être faire un petit pont vers le Santec. Sure, dude. Donc, Santec, c'est l'incubateur où est-ce que j'ai été accéléré il y a 1 an. OK. Puis, je pense que c'est là, eux, ils ont vraiment poussé, scientifiques ou entrepreneurs. OK. Eux, ils ont parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le Santec qui viennent de l'académique. Donc, mais les mentors qui sont là, pas nécessairement. Il y a beaucoup de gens que eux, c'est des entrepreneurs, ils ont peut-être fait des études ou non, mais c'est tout du monde avec beaucoup d'expérience, ils en ont vu passer.
Puis ils nous ont forcé à se poser cette question-là au début. Et à travers ça, j'ai été assigné une mentor. OK. Donc, avec elle, même chose. Elle vient du domaine pharmaceutique. Oh, nice. Donc, là, même manière, comme comment discuter clients potentiels, le réseautage, même je pense des problèmes, mais comme des trucs d'embauche. Ouais. Des trucs pour les entrevues, tout ça. Donc, super support. Puis on se parle peut-être à chaque 3 semaines environ. Comment ça marche le Santec, dude? Tu payes en argent, en temps, en équité? Comment ils t'accompagnent? C'est gratuit. Puis ils ont comme deux programmes. Donc, tu as accélération puis propulsion. Donc, accélération, il faut vraiment être dédié temps plein. C'est 12 semaines. Ouais. 3 à 4 fois par semaine, dépendamment des fois, tu as des ateliers. Ouais. Okay. Tu as des ateliers d'un fois qui sont une demi-journée, mais mettons les mardis, mercredis, nous, c'était matin à soir. Okay. Puis, on fait vraiment le tour de comment bâtir une entreprise, mais beaucoup plus. Il y a des mises en situation, il y a beaucoup de mises en situation côté investisseur, côté client potentiel, avec des employés, par exemple. Tu as des pitchs, comme tu pitches à chaque semaine. Donc, ça te pratique beaucoup sur ta communication de ton value prop. Moi, je le conseille en passant, le Santec, si tu as une entreprise tech, le Santec, c'est une super... Ils font beaucoup de hard tech, deep tech, hard tech, health tech. Exact. Ils ont une belle panoplie d'experts pour tous les types d'entreprises tech. What's in it for them? Beaucoup des mentors qui sont là parce qu'ils veulent redonner. Okay. Donc, il y a beaucoup de gens, tu sais, c'est des gens qui ont exit ou qui sont encore des founders de leur entreprise ou peut-être même qui ont parti des VC. Donc, des fois, j'imagine qu'ils scoutent un petit peu. Mais la plupart du temps, ces gens-là sont vraiment là pour redonner, pour aider. Puis ça paraît beaucoup. Là. Funding du Santec, c'est genre privé et public, sûrement? Que le Santec reçoit? Ouais. C'est une bonne question. T'es pas obligé de répondre si t'as pas les leads. OK, cool. On retourne un peu sur le produit parce que là, t'as dit, OK, on avait donné un rapport via notre algo dans notre prototype avec le premier client, mais tu sais, on a vraiment buildé un logiciel, une suite même, logiciel qui permet de l'aide à la décision puis de l'espèce de gestion active un peu de mes stocks là, en pharmaceutique. Fait que comment t'as pricé ça, genre? Tout ce que tu peux dire là-dessus, tu sais, c'est-tu genre annuel, mensuel, par user, ou ça n'a pas rapport, ou par stock qui passe, je sais pas. Au début, je te dirais, j'essaie de figure out un pricing model, peut-être par utilisateur. Il y a différents niveaux d'utilisateurs, tout ça. Mais après ça, j'ai réalisé qu'il faut que ça soit simple pour eux, simple pour nous. Donc, j'ai statué sur un SaaS-based model. Donc, c'est un montant payé mensuellement. Là. OK, parfait. Ouais. Fait que t'as de la récurrence de quand même built-in, mais à la grosseur de tes contrats, I guess que t'es renégocies à chaque année ou une affaire de même? Ouais. OK, c'est bon. Acquisition de clients. Le premier, c'était comme une référence, basically. Genre, tu sais, t'as comme eu un coup de luck avec ton réseau, mais tu l'as sondé, ton réseau, fait que tu la mérites ta luck. Les autres, c'est quoi? C'est-tu genre... I guess que, tu sais, la manufacture... Voyons. L'entreprise de manufacture pharmaceutique va pas nécessairement dire « Hey, compétiteur, viens donc utiliser le logiciel Alex. » Fait que genre, tu fais quoi? De la vente outbound? Tu pick up de phone? Comment tu fais pour aller chercher tes clients? C'est un bon mix. Puis, écoute, j'ai essayé beaucoup de choses. Il y a des choses qui marchent pas, évidemment, puis on est encore en développement de cette stratégie-là. Oh, ouais. Une chose qui fonctionne très bien, c'est de parler le plus possible de l'entreprise à des gens qui sont dans l'écosystème de la santé, évidemment. L'évangélisation, genre. Exact. Puis, au fil du temps, je me suis fait recommander de rejoindre Bio-Québec, qui est un membership association pour toutes les entreprises biopharmaceutiques. Et à l'intérieur de ça, il y a tout plein d'entreprises qui sont dans cet écosystème-là. Puis, à partir de là, tu peux approcher un petit peu, t'es vouché un petit peu plus que juste cold caller. Donc, c'est plus facile d'avoir des warm intros avec les entreprises de Bio-Québec. Puis, quelque chose qui est intéressant, c'est que eux, en fait, t'as Bio-Ontario, Bio-Floride, Bio-NG, Bio-Alberta, comme pas mal toutes les provinces et les États ont un bio. Donc, dès que tu es dans Bio-Québec, tu peux facilement aller aux conférences des autres bio. Ouais. OK. Ça, c'est leur modèle d'affaires. Ils ont un membership fee ou une affaire de même, sûrement? Oui, c'est ça. Puis leur objectif, c'est de créer des partenariats des membres et aussi avec les membres des autres. Puis, de mettre de l'avant l'écosystème de la pharma
au Québec. Fait que c'est de la génération de valeur puis un peu du cross-selling. Exact. C'est quand même cool, man. Ça te prend-tu bien du temps, ça? Non. Non. C'est des événements, des communications. Fait que c'est pas très, très demandant, mais c'est un super groupe. Là. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas marché? T'es-tu game d'en parler? Ouais, j'ai essayé sur email, des petites campagnes. OK. Outbound? Puis, ouais. Puis LinkedIn. OK. Les gens en pharma sont très occupés, là. Ouais. Comme pas mal toutes les entreprises manufacturières, comme ils sont souvent sur le plancher, à peut-être éteindre des feux, je sais pas. Mais c'est très difficile d'avoir des réponses juste en faisant du cold calling avec cette industrie-là. Au Québec. Parce que là, j'ai pas encore essayé ailleurs. Puis, c'est dans tes plans? Oui, absolument. Ontario, le reste du Canada, États-Unis, ça, c'est dans nos plans, oui. All right. Avez-vous fait des initiatives de marketing spécifiquement, genre de marketing de performance avec de la publicité, du coup par clic ou du contenu marketing, des webinaires, des événements, je sais pas? Ouais. Je travaille avec... Pas rapport. Comme je dis, on essaie beaucoup de choses. Là, je travaille avec Raphaël Fluet, qui est une fractional CMO, notre fractional CMO. OK, cool. Puis, tu sais, on a fait stratégie de contenu, refait le site web, on a refait un peu l'image, le message, tout ce qui est présentation. Positionnement, oui. Exact. Puis pour le contenu, ça va bien. Comme ça, je pense qu'on l'intègre dans notre stratégie. Puis c'est moi qui le fais en ce moment. Donc, j'essaie de le faire au moins une fois par semaine, mais des fois, je l'échappe. Ouais, c'est tout le goulot d'étranglement de... Le mix, I guess, d'expertise plus capable de faire l'output pour commercialiser. Là. OK. T'aimes-tu ça travailler avec une personne en mode fractional, C, whatever, là, c'est une CMO, la fille? Okay, ouais. C'est une fille, un gars? C'est une fille. OK, c'est bon. Je voulais pas me mégenrer sur le pote. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Comment tu trouves ça, travailler avec fractional? Ben, je trouve que c'est fantastique d'avoir accès à quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Très rapidement, elle a compris exactement qu'est-ce qu'on fait, notre marché, notre persona, notre produit, puis le problème qu'on résout. Donc, elle a été capable vite d'arriver avec le bon phrasing, les bons templates, la bonne image. Donc, pour les besoins qu'on avait, c'était parfait. OK. Ouais. Cool. Tu l'as trouvé comment, cette personne-là? Le Santec. Ah! Ouais. Donc, elle est venue présenter c'était un atelier sur le marketing. Puis, après ça, je l'ai approché et je lui ai dit, est-ce que tu peux donner des heures? Pas donner, mais... je comprends. Là, vous êtes 5, incluant toi. Il y avait la première personne, le scientifique doctorant, un autre doctorant. Comment t'as trouvé le reste du monde? Ça a-tu été un peu le même play de warm référence dans le milieu académique ou autre chose? Je dirais, il y en a un qui c'était une référence de notre premier développeur. Donc, lui, il avait travaillé avec et là, l'entreprise, je pense que l'entreprise a fermé. Donc là, le timing était bon. Ensuite, le deuxième, c'était mon mentor, mon directeur de recherche. Lui me dit, regarde, cette personne-là va graduer bientôt de son doc. Peut-être qu'il veut chercher. Il m'a donné son courriel. On a commencé à communiquer. Puis finalement, oui, il voulait sortir de l'académique. Là, il est rentré dans une start-up. Nice. 2 mondes différents complètement. Ouais, c'est cool. Et notre gestionnaire de produits, en fait, c'est que là, je cherchais quelqu'un plus en côté recherche opérationnelle encore. Mais j'ai tombé sur elle par LinkedIn, comme une référence. Puis je l'ai approché, puis j'ai juste demandé si tu cherches une nouvelle opportunité, fais-moi signe. Puis ça a juste vraiment bien matché. Super. Ouais. Tu dis une référence, c'est quelqu'un qui te l'avait suggéré ou c'est carrément tu l'as découvert un peu random sur LinkedIn? Ouais, c'est un mix de random, mais aussi l'entreprise avec laquelle elle travaillait. J'avais fait quelques recherches, ils font un peu d'optimisation. Fait que je me disais, ça serait probablement un bon fit. Ça allait sûrement déjà touché à ça. Donc, ouais. C'est ça qu'au début, les embauches clés, là, souvent je vois l'embauche comme un oignon avec différentes couches. Puis au début, tu peux être très, très proche du cœur, c'est-à-dire tes amis, tes contacts, tes mentors, ta famille, le monde que tu connais dans d'autres business, tu peux aller les faire facilement de façon manuelle qui ne scale pas avec un gros processus d'embauche de malade puis des recs d'ouverte ou whatever.
Puis plus tu grossis, plus là, c'est loin du noyau qui est toi. Puis là, tu as besoin de système pour amener le monde in quand t'es rendu 100 ou je sais pas quoi. Fait que c'est intéressant. Tes semaines ressemblent à quoi, Alex? Genre, on dirait que c'est cette question-là que j'ai de la misère à... Qu'est-ce que tu fais? Combien de temps tu travailles? Genre, typiquement, maintenant? J'essaie le plus possible de travailler 40 heures. OK. Parce D'être que... limité à ça, tu veux dire? Oui. Parce que, comme j'ai dit, j'ai 2 enfants. Ouais. Puis avec ma conjointe, tu sais, j'ai mis des bornes Ouais. comme, tu sais, sur mon travail parce que je voulais pas impacter ma vie personnelle avec... Ils sont jeunes une fois, là. Tu sais. Nice. Puis je voulais vraiment pas faire en sorte que je travaille 80 heures. Il y a des semaines que j'ai travaillé beaucoup plus, puis c'est correct, mais je passe avec ma petite famille avant, puis je les préviens. Okay. Sinon, durant le jour, c'est un mix de tout. Là. Il y a beaucoup de context switch. Donc, tu passes le matin, ça peut être une rencontre avec un investisseur potentiel. Tout de suite après, ça peut être une rencontre marketing. Tout de suite après, c'est du débogage de code. Après ça, ça peut être une rencontre générale d'équipe. Mais c'est ça tout le temps. Tout le temps. Oh ouais, je te feel. Fait que c'est les multiples chapeaux du solo founder qui commence, qui est dans les premières phases de la compagnie. Absolument. T'as dit investisseur. J'ai pas pu m'empêcher de le cliquer là-dessus. Ça veut-tu dire que t'as l'impression ou l'intention que tu vas devoir raiser pour croître? Je sais pas. Peut-être. Ouais. C'est toujours... C'est dans les cartes. Ouais. Mais aller chercher du VC, c'est comme le dernier recours. Là. Ouais. Notre but, c'est de bootstrap le plus possible. Ouais. J'ai reçu de l'investissement de mon directeur de recherche. Donc, lui, c'est notre investisseur, là, comme c'est un vrai ange investisseur. Puis avec ça nous a aidé à onboarder du monde temps plein. En fait, c'est le meilleur type d'ange investisseur. Absolument. Parce que, un, tu le connais déjà, tu as déjà une relation de confiance. Deux, il connaît ton milieu beaucoup. Il a plein de contacts là-dedans. Il a été entrepreneur, lui. Tu sais, c'est genre, ça coche beaucoup de cases. Ouais. Très hot, man. Je suis content pour toi. Ouais, ben, je suis content aussi qu'on ait pu c'est quoi son nom? Travailler ensemble. Louis-Martin Rousseau. Louis-Martin Rousseau. On t'en remercie. Yeah. C'est très cool. OK, fait puis avant même de te rendre à genre devoir lever du capital de risque, j'imagine qu'il y a un paquet d'autres options de financement que tu peux checker. Absolument. Non dilutif ou pas. Là. Ouais. Donc, comment tu penses à ça? Je pense qu'il y a des founders qui aimeraient ça en entendre parler. Fait... Ouais. Faut être créatif. OK. Pour vrai, crédit d'impôt R&D, si tu fais de la tech au Québec, c'est un must. Ouais. Les bons vieux shred. Ouais, exact. Je te dirais, nous, on est très chanceux parce qu'on vient d'être backé par le CNRC, donc le Conseil national de recherche du Canada. Ils ont un budget pour nous, pour différents projets. Donc ça l'aide beaucoup. Ils ont quand même une bonne source de support et de réseau. C'est toi qui te crains ces applications, programmes-là, tout ça? Oui. Okay. Vu que notre entreprise, c'est comme une entreprise issue de la recherche publique, donc d'université, on a aussi accès à Axelis. Donc, vite comme ça, comment ça fonctionne, c'est si tu fais un projet recherche quelconque et que tu fais une spin-off, Axelis, c'est comme le mandataire qui va aider à faire le transfert technologique vers une entreprise qui va bénéficier de cette recherche. OK, je ne savais même pas que ça existait d'autres. Wow. Oui, donc eux, dans le fond, ils donnent des concours, si on veut. Ils font des concours où est-ce que tu peux appliquer pour des investissements. Des fois, c'est des dettes convertibles. OK, à date, j'ai pas vu de subvention, mais ça, ils en ont peut-être 2 fois par année. Puis, ça l'aide beaucoup à couvrir des dépenses, des salaires et tout ça. Comment des histoires comme les crédits de recherche et développement, c'est quoi là, en français l'acronyme? Je en anglais, puis sinon, c'est crédit d'impôt, recherche et développement. Crédit d'impôt, recherche et développement. En tout cas, comment ça, puis Axelis. Comment le Paris CNRC, comment ça arrive dans ta conscience? C'est-tu genre ton mentor qui te dit « Dude, by the way, faut que tu checkes ça? » Oui. Donc là, c'est un autre mentor que j'ai pas mentionné encore. Okay. Juste parce que on parle de plein de choses. On parle de plein de choses, exact. Puis je voulais faire un point de parler d'elle. En fond, son nom, c'est Amanda Arciero. Okay. Elle a parti son entreprise avec un cofondateur qui s'appelle Erudit. Ouais. Donc, c'est une super entreprise AI de HR, comme tous des acronymes. Puis, tu sais, elle a quand même vraiment bien... depuis le tout début, je lui parle.
Donc, elle a parti son entreprise. C'est là que ça m'a piqué un peu la curiosité de, hey, comme, j'aimerais ça, moi aussi, peut-être partir une entreprise. OK. C'est dans le tout début. Puis, j'étais allé au secondaire avec elle. On a coaché le soccer. Nice. Fait que c'était c'est une belle reconvergence, si on veut, là, après l'université. Puis, tu sais, elle et son cofondateur ont jamais raisé de VC. Et là, ils sont rendus à une 70 employés. Donc, je lui posais beaucoup de questions. Tu sais, comment t'as fait? Donc là, tu sais, elle m'aidait des fois à dire, tu sais, tu peux financer une partie des contrats si t'es fait payer la moitié avant. Tu sais, avec ça, tu peux financer d'autres choses. Tu sais, les shreds, elle m'en avait parlé. Le CNRC, elle m'en avait parlé. Donc, tu sais, il faut que tu cherches ces choses-là beaucoup. Là. Ouais. Tu vas pas te les faire donner sur un plateau. Donc, puis il faut que tu t'entoures de gens qui baignent dans le milieu ou qui ont baigné dans le milieu aussi. Exact. C'est clé. Ça revient toujours à ça, quasiment, le réseau. Là. Où c'est que tu vois la compagnie dans 5 ans? Là, t'es early, fait qu'à guess, c'est peut-être dur à caller une shot, là, mais genre, tu veux bootstrapper jusqu'à la fin de l'Internet, tu veux acheter une autre compagnie, tu veux toi te faire acheter ou t'es comme dude, relax, je sais pas encore. Hey, écoute, 5 ans, tu m'avais demandé il y a 2 ans, c'est le typique, là, il y a 2 ans, tu te vois où dans 2 ans? J'aurais jamais cru, comme ici, présentement dans un podcast, mettons. Mais, tu sais, dans 5 ans, moi, je te dirais notre logiciel, encore une fois, étendu, toute la chaîne, puis avec pas mal plus de clients au Canada, qu'on a rentré aux States, rentré en Europe, nice. bien établi, puis avec une belle équipe quand même, un mix hybride, mais on mise sur la culture de nos employés, puis Okay. Juste continuer d'en faire plus puis mieux. Puis, mon but, puis je l'ai dit à tous ceux qui ont on board l'entreprise, c'est de faire en sorte que notre organisation soit vraiment le fun à travailler dedans, qu'on règle un vrai beau problème qui, pour la société, puis on veut juste scale ça. Ouais. T'as parlé de bornes un petit peu plus tôt, là, que tu mettais, tu paramétrais un peu ton travail pour que ta vie personnelle ne soit pas endommagée ou peu importe. Là. T'as-tu trouvé ça? C'est-tu quelqu'un qui t'a dit de faire ça ou t'as comme vécu certaines souffrances de genre, hey man, là, je travaille trop, j'ai pas assez de temps. Psychologiquement, t'as-tu passé à travers des affaires? Je te dirais, il y a comme 2 choses. La première, c'est quand j'étais plus jeune, mes parents étaient entrepreneurs, donc ça parlait souvent de business, effectivement, parce que les 2 avaient la même entreprise. Ouais, OK. Donc là, je me suis dit, tu sais, moi, j'aimerais peut-être pas avoir le même. Sans leur enlever leur propre parcours, je me suis dit, j'aimerais peut-être faire les choses un petit peu différemment. Un petit peu différemment. Donc, c'est là que je me suis dit, regarde, dès que je ferme la boîte, je ferme je sais pas, on va dire, il est 4-5 heures, je ferme le travail, ben je ferme la boîte. Ouais. Puis, l'autre truc, c'est que je suis pas mal certain que je suis capable de faire ça parce que j'ai eu une certaine portion d'investissement, de revenus qui a permis d'embaucher certaines personnes pour, tamiser beaucoup des tâches. Ouais. Que sans ça, j'aurais dû faire du 80 heures pour répondre à tous les besoins. Spider-Man. Exact. Tenir le train. OK. Fait que t'as joué ça, en fond. Je trouve que t'as bien joué tes cartes, man. Puis je suis content de voir. Il y a tout plein de discours aussi sur le pod d'Alex. Il y en a 100 quelques épisodes. Là. T'en as qui sont comme, man, faut être tellement fin que tu veuilles tout hustler puis faire des gros sacrifices. Puis t'en as qui sont full lifestyle. Genre, hey man, vas-y slow, t'as pas besoin de quitter ta job. Mais je trouve que ton discours est sain. Puis ça fait du bien à entendre un discours avec de la nuance puis qui est sain comme ça. Alright, man. On s'en va vers notre closing. Qu'est-ce que tu trouves le plus fun, c'est un site dans ta business? Moi, je te dirais, c'est de parler aux gens qui ont des problèmes qu'on veut résoudre. Ouais. Comme de voir comme l'excitation dans les yeux du monde quand on leur présente qu'est-ce qu'on fait. C'est eux nos clients, c'est eux les usagers. Puis les gens... Juste hier, là, on avait une démo avec notre équipe et leur équipe. Puis il y avait quelqu'un de nouveau qui était dans la rencontre. Et là, on lui explique un peu le potentiel de qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Puis le gars, il parle à son collègue puis il dit « Hey, comme... I have shivers. » Comme ça va changer complètement comment on peut faire X, Y, Z. Nice. Puis là, il commence à sortir des idées de hey, on pourrait peut-être faire ça après, ça. Ça, c'est fantastique parce que là, on a comme ce feeling de wow, c'est quoi une validation. Exactement, exact. Puis parce que tu as toujours le problème de dire tu te self-doubt.
Ça là, c'est qu'est-ce que moi, je combats tout le temps. Donc, avoir cette vraie validation-là, ça l'aide, ça balance, ça motive tout le monde dans le projet, notre équipe, leur équipe. C'est parce que t'as le marché, t'as de l'argent, t'as des personnes qui te disent « Non, tu fais de quoi de fucking bon? » C'est ça, ouais. Genre, arrête de te douter. Là. Exact. Puis on l'a tous, là, je pense, ça. Puis, OK, man. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça se passe ou rendre ça se passe juste comme plus utile pour toi et ou ta team qui grandit tranquillement, sûrement? Ben, écoute, moi, je trouve que vous faites déjà quelque chose de fantastique. Comme juste le site web, le côté réseau. Tu m'as même dit dans notre appel, Ryan, si tu as quelconque problème, on s'en parle, je vais essayer de t'aider, trouver quelqu'un qui peut t'aider. Là. Ça, pour vrai, il en faut plus, en fait. Okay. De monde qui fasse ça, il n'y en a pas assez. Méta-connecteur un peu. Exact. Puis aussi, tu sais, le fait de faire des podcasts expose les compagnies. Les compagnies, les founders, ça donne un insight sur leur parcours, chose qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas ou ils ont peut-être pas accès à ça, qui pourraient peut-être leur donner des idées de hey, je vais peut-être partir mon entreprise, je vais aller parler, je vais faire X, Y, Z. Fait que ça, c'est déjà fantastique. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Là. Ben, moi, je vais me faire une autocritique, mais genre, je pense que la partie de créer un réseau plus fort puis stimuler les relations qui se passent entre fondateurs et fondateurs, entre employés et fondateurs, entre partenaires de l'écosystème et fondateurs. L'année prochaine, avec notre communauté Slack là, qu'on va faire plus privé, plus pour fondateurs, tout ça, je pense qu'on va être capable d'accomplir quelque chose d'un peu plus cool. Puis oui, tu sais, il y a plein de monde qui m'écrivent d'autres pour plein d'affaires. Puis quand j'ai le temps, puis que je le sais, mettons, qui introduire à qui, je vais le faire, ça va me faire plaisir. Fait que n'hésitez pas, tu sais, le monde qui écoute, quand je peux, je le fais, mettons. Puis une autre affaire que tu as dit, c'est que je voulais banter dessus, c'est que tu as dit, tu sais, ça expose un peu notre histoire, on est qui, c'est quoi notre culture d'entreprise. J'ai vu une couple de founders qui sont venus sur le pod, qu'après ça, leur team un peu plus RH, ils utilisent le pod dans genre, hey, vous voulez venir travailler chez nous, checker genre l'histoire du founder, puis je suis comme, fuck yeah, man, genre, have at it. Pour finir, justement, parlant d'embauche ou whatever else, as-tu des shameless plugs, des choses que tu veux promouvoir d'une façon ou d'une autre? Oui, s'il y a du monde qui sont vraiment intéressés de partir une entreprise tech, comme le Santec, pour vrai. Ouais, shameless plug. Moi, j'ai vraiment aimé ça, puis ça vaut la peine. Nice, man. Bonne plug. Ouais. Puis, je pense que c'est pas mal tout. Si on veut te poser des questions, es-tu dispo sur LinkedIn? Ouais, absolument. Fait que c'est Clarizio, C-L-A-R-I-Z-I-O, Alexandre Clarizio. Clarizio, excusez. Puis, Caster, c'est K-A-S-T-R. Yes. .ca. Caster, yeah. Alex, merci tellement pour ton temps, Daud. C'était un plaisir. Merci. C'est super. What's up, folks? Donc, comme vous savez, je parle avec des centaines de professionnels SaaS par année. Puis chaque semaine, maintenant, j'écris sur un thème clé qui m'excite ou qui me trigger. L'infolette, ça se passe, c'est le recul hebdo pour prendre les meilleures décisions côté compagnie ou carrière. Management, produits, commercialisation, je couvre tout ça et plus avec des histoires vraies puis des exemples concrets. Tu peux t'abonner sur notre homepage, il y a un pop-up, ou directement au saspace.beehive.com ou rendre ça dans Google. Alright? Cheers! Félicitations, vous vous êtes rendus jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com, il y a l'onglet Infolettre, puis il y a aussi la Call to Action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. Saspace.com, il y a un gros bouton mauve ajouter votre SaaS. Il y en a plus de 300. Si vous suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, saspace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup Ça se passe. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité.
Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là, encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, où on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers!